Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je vais m'excuser, je vais vous demander de me pardonner, mon français n'est pas parfait. Et ceux qui me connaissent, c'est avec nous connaissons depuis des années, savent que je m'intéresse beaucoup au bois, à l'architecture en bois. C'est pour ça, c'est souvent que je présente des choses concernant de l'architecture en bois. Et je vais présenter ici un petit cas, un petit projet qui peut-être essaie de réaliser des questions théoriques tellement bien défini par Melinda. Alors, je vais vous raconter une histoire d'un petit village de vacances qui a été créé entre deux guerres avec les maisons des vacances faites en bois, mais au style moderne. C'est très rare. C'est pour ça peut-être ce village se présente tellement intéressant. Alors, il est bien connu à partir du XVIIe siècle, mais le développement a commencé entre deux guerres en 1927. Et ce village s'appelle Kolumna et il se trouve à 30 km de Łódź. C'est le village qui appartient aux métropoles de Łódź. Il est assez bien communiqué avec Łódź, avec la ville, par le train et par les routes nationales. Et c'était, avant la guerre, c'était la même chose. C'est pour ça, et encore pour la forêt du pin qui était là-bas, c'est pour ça il a été choisi pour les villages de vacances parce que la ville industrielle était en époque vraiment très très polluée. Et c'était l'époque de développement de villages de vacances aussi. Alors, voilà, Łódź et Łask, c'est l'autre petit village, petite ville, beaucoup plus ancienne que Łódź, qui maintenant est le centre administratif à qui appartient ce petit village Kolumna. Kolumna, ça veut dire la colonne dorique ou quelque chose comme ça. Et voilà. Ça se présente comme ça. Voilà. La distance entre ces deux organismes, c'est 3, peut-être 4 kilomètres, pas plus. Voilà. Vous voyez que le plan est composé. Ça se voit. C'est rare en Pologne, mais ça se voit ici. Et nous savons pourquoi. Parce qu'en 1927, un architecte urbaniste Antoni Jawornicki, conformément à l'idée de cité-jardin d'Ebenezer Howard, a créé le plan de partager, de diviser la forêt de pins pour vendre les parcelles pour y construire des maisons de vacances. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a y créé plus que 100 maisons en bois. Et c'était des bons architectes de l'époque qui étaient les auteurs de cette maison. Et l'autre chose, c'était aussi, bien sûr, les maisons privées et les maisons avec les chambres à louer pour les vacanciers.
pour des colonies de vacances, par exemple. Et le village était apprécié aussi bien par la communauté polonaise que par la communauté juive. Et surtout, les juifs appréciaient beaucoup cet endroit. Et voilà un exemple de maison tout à fait en bois, fait tout à fait en bois. Ça se présente comme ça maintenant. Vous voyez, c'est une chose complètement bizarre, complètement unique, des maisons modernes faites en bois. Voilà, avec des chambres à louer, comme les hôtels. Pardon? Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de forêts, beaucoup de bois, et il y avait une grande tradition de construire en bois en Pologne à partir du Moyen Âge. Plusieurs types de construction. Pardon? Voilà. Oui, mais le bois, c'est le matériel de structure. Alors ça va, ça marche. Oui, peut-être, mais quand même, c'est l'influence de Charles d'Athènes, etc. C'est pas exactement le bois, puisque je connais l'architecture du bois en Pologne, en Russie, etc. Oui. C'est absolument autre chose. Ouais. Ben ici, on essayait d'appliquer la philosophie, voilà, d'appliquer la philosophie moderne au bois. Oui, voilà. Et pendant la guerre, bien sûr, vous savez que la population juive a été détruite complètement par les nazis, par les Allemands. Et alors, juste après la guerre, le village était vide complètement. Et pas la plupart, mais beaucoup de maisons, peut-être la moitié, peut-être un peu moins, on était géré par l'administration de la ville de Łask, la ville voisine, plus forte, et le centre administratif qui je ne sais pas comment le traduire en français, le centre à qui appartient beaucoup de communes, des villages. C'est le centre comme ça. Ça s'appelle en polonais powiat, je ne sais pas comment. Il n'y a pas Oui, quelque chose comme ça. Voilà. Le centre administratif. Et alors, cette maison, la plupart de cette maison se trouvait sous l'administration communale de la ville voisine, comme j'ai dit, la ville de Łask. Et toutes les maisons ont été colonisées par des personnes déplacées. Et c'est la chose la plus importante. Et elles sont devenues des bâtiments habités pendant toute l'année. Parce que jusqu'à la guerre, ils n'étaient pas habités que pendant des vacances. Et après la guerre, ça pose beaucoup de problèmes, là. L'utilisation des maisons qui n'ont pas d'isolation, qui n'ont pas d'isolation thermique. Le bois vieillit à cause de problèmes structurels, tout simplement parce que le bois n'est pas le matériel durable, n'est-ce pas? Surtout dans les conditions climatiques de la Pologne. Et les appartements sont traités comme les logements sociaux
et ne dispose jusqu'à maintenant d'aucune infrastructure technique de base, ne dispose pas de gaz, d'égout, de chauffage central. Et ils sont habités par des personnes, par des groupes socialement exclus, y compris les chômeurs, y compris les personnes qui ont des problèmes d'alcool, par exemple. Et à part ça, l'administration des WASC les traite comme des baraques, comme des, sans aucune valeur, qui seraient les meilleurs à démanteler, tout simplement. Et alors, la partie reste privée, toujours. Et cette partie se trouve en état un peu meilleur. Et en printemps 2014, l'association locale, l'organisation non gouvernementale Notre Columna, Notre Colonne, a demandé à la direction de notre institut d'entreprendre des activités documentaires sur les maisons parce qu'il n'y a pas d'archives. Tout a été brûlé pendant la guerre. Il n'y a pas de projets, ce sont des projets vraiment rares, les projets primaires, les projets les dessins des architectes. Qu'ils ont la besoin de documenter. Les deux parties étaient conscients de la valeur du patrimoine culturel de ce village. Il était conscient qu'on a besoin de les sauver, qu'ils ont la valeur historique, la valeur culturelle, que c'est le patrimoine tout simplement. Et on peut dire que cette organisation non gouvernementale c'est la partie active de la société de ce village, la partie des habitants de Columna. Il y a bien sûr la partie complètement passive, la partie des gens au chômage, des gens avec des problèmes alcooliques, des gens tout à fait, tout simplement pauvres, parce qu'il y en a beaucoup. Là-bas, ils sont déplacés de WASC à Columna, dans les appartements sociaux. Et alors, nous avons décidé qu'il faut d'abord créer la documentation, parce qu'il n'y avait rien. Qu'il faut d'abord créer la documentation et on a proposé aux étudiants d'aller au camp de vacances, au workshop de vacances pour faire le relevé. Avec l'administration des locaux communaux, on a décidé de choisir 4 premières maisons communales pour faire le relevé. Et alors, en été 2014, 4 bâtiments municipaux sélectionnés par ce département ont fait l'objet de mesures d'inventaire, de relevé par les étudiants de 2e année qui pratiquaient ainsi l'habitat rural sous ma supervision et avec l'aide de mon collègue Adalbert Pardawa, qui, en époque, a décidé de faire son thèse de doctorat qui concernait l'architecture des vacances en bois autour de Łódź, parce qu'il y avait beaucoup de centres de vacances ressemblant à ceux que je présente maintenant, presque 30. Et
Parallèlement, on a décidé de faire un atelier de dessin en plein air pour les étudiants du première année. Après le première année, et c'était dirigé par notre directeur, professeur Marek Babich. Alors, un exemple de la première maison qui était mesurée avec les plans absolument incroyables. Vous verrez les plans. Et ici, vous voyez les étudiants qui travaillent pendant le relevé. Et ici, à gauche, nous verrons les étudiants qui font leur dessin à la main, leur dessin pendant le workshop de dessin en plein air. Et voilà les dessins, les croquis techniques faits sur place. Oui, oui. Et vous voyez les formes. C'est incroyable pour moi. C'est le plan de ce bâtiment. C'est quelque chose de complètement faux, complètement bizarre. Vous voyez, pour une famille de vacancières, c'était comme ça. Un appartement de vacances. Un, deuxième, quatrième, cinquième, etc., etc. Et maintenant, les appartements qui ne comptent plus que 30 mètres carrés sont utilisés par toutes les familles de cadres de 5 personnes. Alors, les conditions de vie sont vraiment, vraiment mal. Voilà. Et l'autre maison, l'autre exemple. Et un exemple de croquis d'un étudiant. Et voilà. Et en avril 2015, 2 étudiants de la première équipe, c'est l'équipe qui mesurait les maisons, ont présenté des questions de maisons d'été historiques en bois au 15e Festival de la science, de la technologie et de l'art à Łódź. Et c'était pour la première fois que les représentants des autorités locales de WASC et plusieurs militants d'ONG locales et de Kolumna ont assisté à la conférence. Alors, les contacts entre l'école et la société locale a vraiment commencé. Et également, ces travaux ont été présentés au colloque des clubs scientifiques de la faculté de génie civil et d'architecture et de génie environnemental de l'université technique à Łódź. Et déjà en septembre 2015, les représentants de notre institut ont participé à une réunion sur la revitalisation organisée par des organisations non gouvernementales en Kolumna. C'était un moment qu'on a introduit la nouvelle loi de revitalisation en Pologne qui peut-être peut donner la possibilité d'obtenir les sources pour réhabiliter les territoires qui ont besoin de la revitalisation. Voilà. La présentation de cette nouvelle loi par un politicien, par les gens qui ont introduit cette nouvelle loi. Et un mois plus tard, notre club scientifique qui s'appelle le 9e étage a organisé une exposition rétrospective des résultats des travaux des relevés et d'ateliers de dessin en plein air. Et d'abord, on a présenté cette exposition à un complexe de l'école locale, là-bas, à Kolumna, pour les habitants, parce qu'il s'agissait de changer la conscience des habitants
C'est la question absolument fondamentale dans ces projets. Et changer la conscience des habitants. Parce que la plupart d'eux traitent cette maison comme nulle, comme la chose à démolir. Ils préféreraient peut-être de se déplacer au bloc en béton qui se trouve pas à Columna, mais à Wasque. Ceux qui sont un peu plus conscients veulent rester là-bas. Et avant la création de cette exposition, nous avons proposé aux étudiants qu'on puisse s'engager à un projet un peu plus profond, un peu plus grand. Et c'était la première fois qu'on nous avons aperçu que les étudiants sont vraiment des gens conscients. Et ils ont posé une condition. Ils ont dit comme ça: nous pouvons nous engager, mais notre condition est que le projet de la transformation des maisons permettra de rester aux habitants sur place. C'est une seule question qu'ils ont posée. Et c'était les étudiants. Sinon, ils ont dit non. Nous n'engageons pas. Et alors, on a montré les travaux de relevé, et vous voyez que le niveau technique est assez profond. Alors, la première chose gagnée par les étudiants, c'est la conscience de la construction, la conscience du matériel. Voilà, ce sont des exemplaires de planches de l'exposition. Et voilà l'ouverture de l'exposition à l'école. Et il y a beaucoup de représentants de la communauté locale. Il était présent. Pas seulement ceux qui sont actifs, aussi ceux qui sont rébellions. Et voilà, avec la présence de la directrice de l'école, avec la présence du vice-doyen de notre faculté, et ce sont des personnes les plus importantes. C'est le maire de Wasque, et c'est le vice-maire de Wasque qui était en époque responsable aux questions de logement. Et elle a fini notre faculté. Elle était ingénieure civile. Alors, elle était consciente. Et voilà. Pas architecte. Ingénieur, oui. Et voilà, les premiers effets, ce sont les informations à la presse locale. Et à la fois, nous avons réussi de préparer un petit livret intitulé Columna les bois, cité jardin. Et c'est le livre préparé par les étudiants du 9e étage de notre club scientifique et publié par notre faculté qui comprenait ces livres de dessins d'inventaire, de dessins de relevé et les dessins faits en plein air. Et on a montré aussi l'exposition pendant le 20e anniversaire de notre club scientifique. Et voilà, l'exposition, la même exposition, c'est peut-être la meilleure méthode de montrer aux gens que l'endroit où ils vivent a une valeur. Parce que si quelqu'un d'étranger arrive et dit que vous avez quelque chose d'extraordinaire, il est beaucoup plus facile de croire. Voilà. Et le troisième
éléments d'enseignement. Et on a décidé d'étudier le potentiel d'adaptation de ces premiers 4 bâtiments pendant le projet qui s'appelle, la méthode s'appelle Problem-Based Learning. Et l'équipe des étudiants était composée en 4 ou 5 spécialistes, des architectes, des étudiants de génie civil, de génie sanitaire, et les architectes d'intérieur et de la gestion de l'espace, des urbanistes. Et alors, avec l'équipe multiprofessionnelle, il était beaucoup plus facile de définir le vrai potentiel et de définir les problèmes qui sont posés par les matériels, par les maisons elles-mêmes. Et voilà les résultats, les rapports de ces premiers travaux. Et un peu plus tard, le résultat des projets PBL était présenté publiquement au musée de l'histoire de Wasc, c'est-à-dire avec la présence des habitants et de pouvoir local et des représentants de ONG des Columna. Et après, il y avait vraiment une grande discussion. C'était surtout les rébellions qui ont participé à la discussion. Voilà. Et bien sûr, toujours les informations dans la presse locale. Et à part ça, juste à côté, on a organisé un concours pour les étudiants en anarchie et de l'aménagement du territoire qui concernait ce concours du concept de développement de la place centrale à Columna pour aménager les espaces publics. Et c'était organisé conjointement par les autorités, par l'association, par les ONG, et par notre institut. Et la cérémonie des remises des prix a eu lieu sur la place du marché de Wasc. Alors, avait le caractère public aussi. Voilà, une grande fête. Et monsieur le maire qui se présentait comme un grand metteur en scène. C'est partout et toujours comme ça. Et voilà, le relevé suivant, fait 2 ans plus tard, c'est-à-dire après ça, nous avions déjà 8 maisons mesurées, 8 maisons avec la documentation, et c'était le moment c'était le moment quand les autorités de Wasc ont décidé d'acheter les 2 premières documentations pour avoir les matériaux pour le projet. En automne, une étudiante en gestion de l'espace a soutenu une thèse de diplôme ingénieur qui s'appelait Villeforêt Columna, analyse et évaluation des valeurs culturelles et un projet de directive de conservation pour les plans locaux de développement spatial. C'est avec moi que ce travail a été réalisé. Et c'était pour la première fois l'ampleur à la gravité de l'échelle quantitative et qualitative du patrimoine culturel de la ville, de toute la ville, de la forêt Columna. Et 1 an plus tard, cet ouvrage a remporté le prix donné par l'association Notre Columna.
Et voilà, c'est une analyse de la réalisation du projet. Alors vous voyez que c'était seulement la première partie de ce premier partage. Cette partie n'était jamais réalisée. Et ici, nous avons une analyse de valeurs culturelles, d'états existants, vraiment, vraiment très profonde. Voilà. Et encore un projet de PBL, de Problem-Based Learning. C'était les autres deux maisons qui étaient analysées. Et au printemps 2017, les étudiants ont organisé un atelier de dessin en plein air pour les enfants de l'école. Parce que nous avons décidé de développer la conscience de la valeur du patrimoine, de le développer du début, c'est-à-dire du niveau des enfants. Et voilà l'atelier de dessin. Et un concours de l'art pour les enfants avec plus que 60 travaux. C'est le jury de ces concours. Et la nouvelle exposition. Mais la différence entre la première exposition et la nouvelle exposition, c'était qu'on a décidé de montrer aussi les dessins des enfants pendant cette exposition. Et en septembre 2017, cette association a organisé un grand congrès de ville-jardin et pendant lequel le programme scientifique était pratiquement en moitié rempli par nous, par les enseignants de l'école et par les étudiants. Et voilà le congrès. Et pendant le congrès, on a fait la remise de prix pour les enfants. Et la salle était absolument pleine. C'est-à-dire, c'est le concours pour les enfants qui était le plus efficace. Voilà les étudiantes qui présentent leurs travaux. Le deuxième volume de notre livre, Columna les bois, cité jardin. Voilà. Notre expo. Notre deuxième expo avec le grand metteur en scène, Adalbert Pardauer, mon collègue, et les dessins des enfants. Et chaque enfant, chaque personne qui a gagné un prix a reçu un gobelet avec son propre dessin, avec l'information qui a gagné le prix. Voilà la remise des prix. Et juste après ça, les représentants d'une autre organisation non gouvernementale, nous avons demandé de préparer les rencontres avec les habitants. Et pendant ces rencontres, en automne 2017, on était organisé avec la participation de spécialistes de plusieurs disciplines. Et par exemple, de la verdure, les architectes de paysages, avec les architectes, avec les ingénieurs, avec les urbanistes. Et c'était les habitants qui ont posé des questions. Il y avait beaucoup de questions et il y a de nombreux problèmes sociaux et conflits ont apparu
pendant ces rencontres qui n'étaient pas visibles par nous-mêmes avant. Les problèmes entre les organisations ONG, entre les organisations et les autorités de WASC, entre les habitants et les organisations. Alors, plusieurs des choses sociales dont nous n'étions pas conscients avant. Alors, il s'est avéré que le processus de revitalisation devait commencer par la résolution des problèmes sociaux. Et voilà la suivante exposition avec la participation de Thomas, ainsi, comme vice-directeur de notre institut. Et nous avons réussi à susciter l'intérêt des médias. Voilà. La deuxième association, Columna Verte, a apporté son propre exposition, Columna sur la vieille photographie. Et à la fin, ces étudiants qui ont commencé par le relevé ont décidé de faire leur diplôme master avec le projet pour Columna. Et voilà l'exemple de planche de ces diplômes de master. Assez profond, comme vous voyez. Et les résultats du projet jusqu'à présent. 12 bâtiments documentés, 4 bâtiments étudiés selon la méthode PBL en termes de leur potentiel d'adaptation, des documentations de relevés vendus à la ville, participation d'étudiants et d'enseignants à plusieurs conférences et congrès. Ce sont des résultats pour nous, mais pour les habitants, seront les suivantes. Et des expositions, deux ateliers de dessin en plein air pour les étudiants et plusieurs ateliers pour les enfants du village. Un atelier de photographie en plein air pour les étudiants, un concours d'urbanisme, 3 réunions de travail avec les résidents, avec les habitants, et pour décider, pour discuter les buts des actions pour la prochaine. Un changement de conscience parmi les étudiants, c'est visible. La participation à un véritable processus social, parce que ça n'existait jusqu'à ces temps-là. Avec une situation, il s'est posé contre la situation absolument réelle, contre la pauvreté, contre les problèmes sociaux qui étaient vraiment visibles. Et une réelle influence sur son déroulement, oui, ce processus. Quelques essais d'intégrer les résidentes et les ONG, les tentatives d'extinction des conflits existants au sein de la commune locale. C'est difficile vraiment. 2 mémoires de fin d'études en ingénierie, un mémoire de maîtrise, plus, 3 maintenant, un doctorat. La demande de reconnaissance de Columna comme la zone de revitalisation soumise par les autorités de WASC pour obtenir un financement. Mais jusqu'à maintenant, ce processus n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il y avait des questions d'organisation. Ce n'est pas nous qui est capable. Nous avons préparé notre partie assez bien. Il y a beaucoup de points qu'on a gagnés pour la préparation de matériel technique. Et un changement vraiment clair dans la prise de conscience des habitants, de leur propre patrimoine
culturel. C'est visible, vous verrez dans le dernier slide. Tentative des habitants et des ONG pour développer les projets de revitalisation. Et la fête des columnes, un festival d'art. Ici, il y a un petit jeu de mots, le train. C'est le même mot en polonais, le train, et une inclination. Pociąg, ça s'appelle. Le train, c'est-à-dire l'inclination à Kolumna, qui a été organisée l'automne dernier. Voilà ce festival. Aussi avec le workshop en plein air pour les enfants, avec une balade urbaine et architecturale faite par mon collègue. Voilà. Le festival comme ça. Et mon collègue qui présente aux habitants, aux invités, le patrimoine culturel de Kolumna. Merci. Et à la fin, j'ai pris avec moi quelques exemplaires de ces livrets, spécialement pour Jean-Jacques, parce qu'il s'intéresse au bois. Hélas, c'est en polonais, mais il est possible de voir le dessin au moins. L'autre exemplaire pour la bibliothèque de l'école. D'accord ? J'en ai encore un pour quelqu'un qui s'intéresse à ça. D'accord ? Pour la bibliothèque, je peux... ça ? Oui. Oui. Merci pour votre attention. C'est le troisième qui s'intéresse. Si vous avez des questions... Oui. I will ask in English, sorry. I have two questions. One about the presentation. I would like to ask, you said that the students make a revitalization project on some historic building. How is being done the choice? When it is being done in advance, you propose the students these themes or they choose it for themselves? C'est au choix. C'est-à-dire, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent réaliser comme le projet d'été, leur élevé. Vous pouvez traduire, oui? Ah, vous avez compris. Alors, j'ai compris l'anglais, je réponds en français. C'était au choix. C'est-à-dire, l'influence pour toute l'année des étudiants d'archi n'est pas grande. Thanks. Vous avez l'atelier de l'été. Oui, oui, oui. C'est toujours... nous essayons de l'organiser chaque année, bien sûr, mais c'est au choix. C'est-à-dire, l'endroit est au choix. One more general question. What is the number of total students and what other specializations you have here? And what is the proportion, even average proportion between these groups? Pendant au deuxième année, il y a à peu près 70 jusqu'à 80 étudiants, à peu près, hein, au total, en archi. Et la pratique des vacances, le camp des vacances, ils sont tous obligés de faire le camp des vacances. Mais pour notre choix, pour chaque maison, c'est au moins 6 personnes à une maison. Parce que ce sont des équipes partagées en 3. Et on a besoin de 2 équipes de 3 pour chaque maison, au moins. Alors, si nous réalisons 4 maisons, par exemple 4, parce que l'année dernière, il n'y en avait que 2. Hein? Alors, ce n'est pas beaucoup, mais ils réalisent le programme pareil avec une autre équipe d'enseignants aussi. Pareil, le programme pareil. Ça, c'est le programme que nous avons proposé. Thank you so much. Merci.
Merci beaucoup Vlad pour ton exposé. Je pense parler au nom de tout le monde en disant que moi, il m'a beaucoup touché. J'étais très sensible à ta présentation qui finalement nous parle, je trouve, de transmission. Comme si la notion de durabilité passait par cette notion de passage à travers le temps. La transmission déjà par la participation avec les habitants. Ça rejoint un peu la problématique précédente du travail de Mélinda. Il y a aussi la notion de pédagogie, la transmission avec les étudiants. Mais il y a aussi la transmission du bâtiment par lui-même, cette notion de patrimoine. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir en tête un propos un peu polémique de Françoise Hélène Jourda, qui avait fait, si vous en souvenez, une conf lors de notre réa à Budapest. Et qui avait commencé sa conf sur la durabilité en disant que pour elle, une des conditions de la durabilité d'un bâtiment, elle parlait d'architecture, c'était justement qu'il ne soit pas durable. Comme si fondamentalement, il devait être inscrit dans les gènes de l'architecture à venir, la notion de démontabilité, de déconstruction, de délocalisation. Et moi je trouve que notre culture architecturale s'est fondée jusqu'à présent sur des notions de mémoire, de référence, de culture. Comment on reçoit ça demain, pour les futurs architectes, si véritablement on doit aller vers ça, pour des problématiques de densité, d'occupation de l'espace, etc., par rapport aux enjeux que tu nous montres aujourd'hui? C'est une vraie question que moi je me pose. Il faut se poser une question, quelle doit être la nouvelle fonction de maisons comme ça? Je parle sur l'architecture que feront nos élèves qui sont architectes demain. La future architecture contemporaine. Est-ce qu'elle devra s'ancrer pour s'obliger à se transformer ou bien intégrer des valeurs qui feront qu'on pourrait n'en avoir que la mémoire à travers demain des documents, parce que les bâtiments n'existeraient plus pour libérer la place, permettre d'autres aménagements, ou bien libérer un espace qui serait menacé, il y a beaucoup de place par des problèmes climatiques, etc. Tu vois? Oui. Est-ce que le soutenable, c'est de construire quelque chose qui dure longtemps, ou est-ce que c'est au contraire de construire simplement, facilement, quelque chose qui s'efface? Quelle est la bonne ça attitude? dépend, parce que si nous avons l'héritage, si nous avons le patrimoine qui est apprécié, il faut le protéger. Si, comme un exemple que j'ai montré, et nous avons un patrimoine dans un milieu très aimable, très sympa. C'est toujours dans la forêt. Les conditions de la vie peuvent être au niveau assez haut, pourraient être au niveau assez haut. Et si nous faisons la transformation des maisons comme ça, des maisons pareilles, pour les transformer aux conditions que nous avons besoin maintenant, ça va durer et ça va être à la fois durable, à mon avis. C'est-à-dire, je ne comprends pas la durabilité par la méthode seulement par la méthode de construire facilement, d'effacer, de détruire et de construire de nouveau quelque chose de nouveau. Et sinon, nous pouvons faire que, par exemple, le palais du Louvre est difficile à soutenir, alors nous avons libéré le terrain pour créer quelque chose de nouveau. Hein? Tu n'es pas d'accord? Peut-être que ça ne se tranchera pas maintenant, hein, mais c'est un gros débat, je crois. Oui, je crois. Julie. Dernière question, parce que... Dernière question. Non. J'aurais quelques questions par rapport à la durabilité sociale de tout ce projet. Je n'ai pas vraiment compris. Est-ce que la majorité des maisons et des appartements tenus comme logements sociaux par la ville? Combien c'est? Combien de gens y habitent? Etc. Comment est-ce que vous voulez tenir? Il existe à peu près 90 maisons historiques. À peu près 20%, 25% appartiennent à la ville. C'est-à-dire, ce sont des maisons sociales, des maisons sociales.
Le reste, ce sont des maisons privées. Et utilisées comme appartement. Oui, utilisées comme toute l'année. Ça veut dire que la oui, future... mais avec la réhabilitation privée, avec l'isolation, avec tout. Qui est fait. Oui, pas partout, parce que ça dépend de l'argent possédé par les propriétaires. Ça veut dire que... Ça dépend. Il y a des maisons vraiment à un bon état. Il y en a. Mais ça veut dire que Columna n'est plus un village de vacances. C'est un non. village dans l'agglomération de Ucce. Oui. Oui. Et il y a... ce village ne se dépeuple pas. Parce qu'il y a de nouveaux habitants qui arrivent pour vivre là-bas parce que le village est vraiment bien communiqué avec la ville centrale, avec la ville de Ucce. C'est 30 km, c'est 20 minutes de transport par train, de voyage par train. Et est-ce que votre programme de réhabilitation et des relevés faits sont liés aux maisons privées ou aux maisons avec les appartements? Seulement aux maisons administrées par la ville. Et est-ce que vous avez un programme social pour la future de ces gens qui y habitent en ce moment? Et l'examen du potentiel adaptatif était fait pour examiner les possibilités. C'est-à-dire, avec ces problèmes de diplôme, de master, la fille a proposé de transformer les anciens locaux de vacances, qui sont maintenant les appartements pour toute l'année, pour très petits et avec très, très mauvaises conditions de vie, de les transformer en appartements de bonne qualité, avec l'infrastructure, avec les surfaces suffisantes pour les familles. Il y avait aussi oui, c'était leurs conditions. Oui, mais il y a aussi les autres besoins, parce qu'il n'y a pas de crèche, par exemple, dans les villages. Et on a proposé, dans un des projets PBL, on a proposé de transformer une maison à la crèche. L'autre à l'hostel pour les vacanciers, pour les étudiants, par exemple, qui peuvent aller étudier à la ville, à Ucce, par exemple. C'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités de transformation fonctionnelle. Nous les savons déjà, après le projet de PBL. Nous le savons déjà que le potentiel adaptatif qui concerne la fonction est assez grand. Quand même. Quel est l'avis des propriétaires qui sont en majorité dans la commune par rapport à cette action? C'est une réhabilitation sociale, si je comprends bien. Oui. En même temps. Est-ce que la majorité qui sont propriétaires des maisons en pense? Ça dépend, parce que si nous réussirons de résoudre les problèmes sociaux des groupes exclus, si le problème d'alcool, par exemple, n'existera plus, oui, voilà, ça ira, ils seront contents. Ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre. Et il y a une autre question. Même la partie de gens qui habitent les locaux sociaux veulent bien rester là-bas. À cause de bonnes conditions de climat, par exemple. La forêt de pins existe jusqu'à maintenant. C'est sympa d'habiter dans la forêt.
Pas seulement esthétiquement, oui, bien sûr. On va peut-être s'arrêter là, on va faire une petite pause de 5 minutes. Avant de, merci. Merci Vlad, et peut-être que la conversation pendant la pause. Hein